Et salut à tous, bienvenue sur le podcast numéro 5 du laboratoire de la force. Donc j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ce genre de petite vidéo. Alors juste authentique possible, je veux juste vérifier que ça filme bien. Ok, parfait. Et donc on est parti, on va discuter un petit peu pendant je pense une vingtaine de minutes. Je suis content de revenir sur le podcast, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et c'est justement pour ça que je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pas fait de podcast depuis un bon moment. Ok, donc on va aborder différents thèmes aujourd'hui. La salle qui ferme, les objectifs 2026, soigner son épaule, évaluer pour progresser, ce genre de choses. On va parler de tout ça au niveau de la mobilité et autres. Comment est-ce que moi j'ai soigné mon épaule? Et comme ça, j'espère que vous allez pouvoir en tirer les conclusions et qu'est-ce qu'il faut faire. Ok, donc voilà. Mais avant ça, news de la semaine. Donc ça fait un petit moment que c'est passé, mais news de la semaine quand même. Un cas qui a beaucoup été médiatisé, Lindsey Vonn. Ok, donc une grande championne du ski américaine qui a effectué une chute lors de sa descente au JO, donc le 18 février, non pas le 18 février 2006, ça c'est aujourd'hui, mais je ne sais plus à quelle date exactement. Donc elle a lourdement chuté sur son genou, ok. Et donc il y a plein de journalistes qui se sont emparés du sujet pour dire que c'était du fait que c'est parce qu'elle a skié avec une prothèse en genou en titane et qu'elle n'avait plus de ligament croisé qu'elle a fait cette chute et qu'elle s'est fait mal au genou. Donc, alors moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que si on regarde bien les vidéos, on voit clairement qu'elle se prend la porte au moment où elle va passer cette porte dans la descente. Donc, elle se prend la porte et on voit son corps qui commence à vaciller comme ça et elle fait sa chute. Donc, je ne pense pas que ce soit directement lié au fait du genou. Ok, je pense plutôt que c'est lié au fait qu'elle a simplement pris la porte d'une mauvaise façon, mauvaise technique et qu'elle est rentrée à l'intérieur. Et en aucun cas, et même elle le dit, en aucun cas, je pense que c'est lié au genou. Et notamment pour ça, il ne faut pas oublier maintenant que de moins en moins de sportifs se font opérer quand même des ligaments croisés parce qu'on se rend compte que même avec une opération, on ne revient pas forcément mieux et qu'on a beaucoup plus d'arthrose de genou à terme, le fait d'avoir opéré le genou. Donc ce n'est pas forcément une opération qui est obligatoire, il faut en discuter avec le chirurgien, avec les kinés, avec le médecin, en fonction de ce que vous voulez faire, votre contexte, votre âge, votre carrière, où est-ce que vous en êtes aussi, ça va jouer énormément. Okay, mais on n'est pas obligé de se faire opérer pour pouvoir récupérer des capacités sportives, notamment au niveau du ligament croisé. Il y a plein de personnes qui arrivent à vivre sans, il faut juste avoir une très bonne masse musculaire, récupérer les amplitudes articulaires, notamment l'extension complète du genou et la flexion complète du genou. Ce sont des choses qui sont importantes à récupérer parce que c'est ça qui va vous impacter après dans votre vie quotidienne et notamment dans vos mouvements sportifs. Ça reste une blessure qui est assez longue, certaines personnes arrivent à y retourner, à revenir assez rapidement au sport. Maintenant, certaines personnes arrivent en 4 mois à retrouver des performances, d'autres le traînent depuis beaucoup plus longtemps. J'ai accompagné des sportifs déjà qui avaient fait des blessures, notamment au ligament croisé, pendant 4 ou 5 ans où ils sont en galère, ils n'arrivent pas à récupérer leur performance et ils passent avec moi. En 3-4 mois, on arrive à reposer les bases. Derrière, ils ont moins de douleur, moins d'inflammation, ils peuvent reprendre leur sport à l'intensité qu'ils souhaitent et ils sont encore plus forts qu'avant. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent exister, ok, et qui sont effectuées via des pratiques, comment dire, des prises en charge en ligne que j'effectue aussi. Donc je suis très content de pouvoir faire ça et c'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec eux, tout simplement parce que le genou, il a été rééduqué, il a une prothèse totale, voire même partielle en titane, ok. Elle avait juste plus de ligaments croisés. Les autres controverses qu'il y a aussi là-dessus, c'est est-ce que Lindsey Vonn, à 41 ans, n'a pas pris la place d'une jeune qui aurait pu faire des miracles et représenter le pays, les USA, correctement? Ça reste quelque chose à juger en fonction de qui c'est qui a envoyé Lindsey Vonn au JO. Okay, s'ils ont sélectionné cette personne-là, c'est qu'ils estiment qu'elle avait les capacités de le faire, je pense, notamment avec le staff médical et autres. Et donc c'est pour ça, s'il y avait des risques pour son genou, que peut-être il ne l'aurait pas envoyé. Après, elle a 41 ans, elle aurait pu se dire c'est le dernier coup de ma carrière, je finis comme ça reste du sport de haut niveau. On n'est pas dans la santé. Sur le sport de haut niveau, sur le sport performance, on va vraiment mettre à mal ses articulations. On ne pense pas longévité, donc ça peut être un problème aussi, mais on ne pense pas forcément longévité, on pense plutôt carrière, reconnaissance. On va penser, comment est-ce qu'on dit ça? Un peu succès, succès, représentation sportive, représentation de son pays. Donc il y a quand même pas mal de choses. Et du coup, il y a aussi beaucoup de blessures apparemment qui ont lieu sur cette piste dans cette semaine-là. Et donc la Fédération internationale de ski se demande si, enfin, la question qui est posée, c'est est-ce que la Fédération internationale de ski ne va pas trop loin dans la difficulté pour faire du spectacle, okay, poussant les athlètes qui sont déjà fragilisés à la potentielle blessure. Voilà.
Donc ça, tout ça, c'était le débat qu'il y avait autour de Lindsey Vonn. Moi, je pense sincèrement que le fait de dire que c'est à cause de son ligament croisé qu'elle n'a plus, qu'elle a chuté, c'est un non-sens complet. Elle a fait une grosse rééducation, elle a une prothèse de genou qui a été refaite, qui a été mise en place. Après, est-ce qu'on doit laisser concourir les sportifs un peu bioniques, modifiés comme ça? C'est autre chose. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas. C'est son choix, son corps, son avenir après dans son corps dans lequel qu'elle va vivre. Il faudrait pouvoir avoir la capacité à se poser et à dire ok, je connais un petit peu toutes les conséquences, toutes les choses qui vont arriver si je fais cette compétition, tous les risques et prendre la décision avec le plus d'éléments possible. Par contre, là on parle de sportifs bioniques, mais on a aussi des sportifs qui sont complètement dopés dans tous les sports. Le monde du sport, et pas notamment pas que le ski, mais de tout le sport, est hypocrite. Il y a de l'argent, il y a forcément du dopage quelque part, il y a forcément des gens qui ont à gagner à ce que les personnes se dopent. Et donc, est-ce qu'on ne serait déjà pas dans des sportifs qui sont bioniques? Il n'y a pas d'assistance machine, mais il y a des assistances chimiques. Donc, je ne vois pas en quoi une prothèse de genou qui n'est pas là pour venir aider le sportif, mais qui est là pour venir remplacer une fonction qu'elle a perdue suite à une blessure pour pouvoir lui permettre de concourir, devrait être problématique d'un point de vue éthique. Voilà. Donc voilà. Certains disent que c'est de l'inconscience de la part de la fédération de la laisser participer. C'est son choix, son corps. C'est elle qui le vivra après avec. Si elle veut y aller, elle y va. Je ne vois pas pourquoi on devrait interdire des sportifs. Quand on se dope, c'est son choix, son corps. On a des risques. On peut faire des cancers, on peut faire des AVC. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. On a un système hormonal qui est complètement déréglé. Et pourtant, la fédération, elle les laisse faire quand même alors qu'elle sait très pertinemment qu'il y a des gens qui sont dopés. Voilà, donc ça c'est tout le système autour du dopage, il faudra peut-être faire un podcast autour. Mais voilà, j'ai bien digressé autour de ça. Mais c'est un sujet qui est intéressant parce que souvent on parle du dopage et ça reste quelque chose de très hypocrite. Quel est l'intérêt pour une fédération de venir choper un de ces athlètes phares qui vient représenter le sport et qui fait que des spectateurs regardent le sport, à part salir le sport et dire ah ben voilà, ce sport-là c'est que des dopés. Du coup, on fait perdre le sport en question en termes de reconnaissance et on fait perdre la fédération en termes de finances parce que plus personne ne va vouloir faire ce sport puisque c'est un sport qui est connoté comme dopé. Quel est l'intérêt de regarder des gens qui vont s'entraîner comme des chiens et qui vont se faire tuer par des mecs qui sont dopés? Aucun. Donc, soit on fait des compétitions où tout le monde est dopé et tout le monde l'assume et on le sait. Et si on veut regarder ça, on le sait tout simplement. Et donc, on accepte avec cette différence-là. Ou alors, on veut un sport clean, on accepte d'avoir moins moins de performances exceptionnelles, mais au bout d'un moment, c'est pas possible. Il faudra parler de la marathonienne aussi qui a été dopée, qui a été prise pour dopage et qui a établi un record en dessous des 2h10 et qui a été prise pour dopage, donc qui a brisé la barrière des 2h10 de course et qui a été prise pour dopage. Donc, pareil, ce sont des records qui sont compliqués. On fait sauter des barrières mentales parce qu'on estime que 2h10 pour une femme, en dessous de 2h10 pour une femme, c'est compliqué de passer cette barrière-là. Elle l'a fait, mais elle l'a fait en étant dopée. Donc est-ce que ça reste possible de le faire humainement sans dopage? Voilà, donc c'est toutes les questions que ça ouvre. Donc ensuite, on va enchaîner sur la salle qui ferme. Vous ne m'avez pas vu pendant un petit moment. Donc je pense à partir de novembre, décembre, janvier, parce que j'ai la salle où je travaillais qui a fermé du jour au lendemain. Alors, je le savais un petit peu, plus ou moins que cette salle allait fermer quand même. Le gérant m'en avait parlé. Il fallait qu'on trouve des solutions. Moi, j'ai donné tout mon possible. J'étais là-bas tous les jours, sur des grosses plages horaires quand même, du 8h, 20h. Je prenais des gens en tant que des personnes qui venaient dans la salle. Alors que j'étais en coaching, je venais pour les renseigner, même pas pour gagner de l'argent parce que je touchais rien. Je touchais juste le fait que c'est moi qui gérais la salle, en fait, tout simplement. Et donc, je faisais en sorte que les gens puissent venir s'abonner, puissent accéder, puissent avoir les cartes. Donc, c'est moi qui gérais la salle. Et quand les personnes me demandaient pour un coaching, du coup, forcément, il y avait un petit peu un donnant-donnant parce que les personnes venaient et c'est moi qui pouvais leur donner le cours d'essai gratuit pour savoir ensuite s'ils voulaient plutôt aller vers un coaching avec moi ou s'ils voulaient plutôt aller vers un accès libre à la salle en fonction de leurs besoins ou peut-être commencer un mois en salle pour être avec moi en coaching, pardon, pour bien avoir les bases et puis après partir seul avec un programme, histoire que les gens ne fassent pas n'importe quoi. Ça me tenait beaucoup à cœur et donc j'avais mis ce système en place là. Ça me permettait de faire tester aux gens, de regarder ceux qui étaient intéressés et de laisser, de guider les autres vers ce qui les intéressait un peu plus par rapport à leur budget et leurs besoins.
Et en plus d'avoir une présence dans la salle, qui était moi, qui permettait de regarder un petit peu les gens, ce qu'ils font, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, et s'ils avaient une question, venir me voir. J'étais un peu leur référent à ce moment-là. La salle a commencé à tituber à partir de... Elle a toujours titubé, les loyers étaient beaucoup trop chers. Ça a été compliqué pour le gérant de négocier ça avec le propriétaire du local. Voilà, donc pour 200 mètres carrés, 6 000 euros, ça reste beaucoup trop cher, même là où c'est placé. Alors pour ceux qui m'écoutent et qui seraient à Paris, peut-être que vous allez me rigoler au nez, mais j'avoue que là, c'était un peu chaud quand même et il ne rentrait pas suffisamment d'abonnements pour pouvoir compenser tout ça. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui était compliqué. Moi, j'avais toute ma clientèle qui était là-bas. Donc ça s'est passé comment? Ça s'est passé que j'ai eu un rendez-vous avec le gérant. Il m'a dit, bon ben voilà, on va partir en liquidation judiciaire. Je vous passerai certains détails qui resteront privés. Une fois qu'il m'a dit ça, il m'avait dit bah, t'en auras à peu près jusqu'à début décembre. Il m'avait dit ça début novembre. Au bout de 5 jours, elle a fermé. Donc j'ai appris ça à 22h. J'ai dû partir à la salle à récupérer mes affaires. Et le lendemain, bah, j'étais dans une autre salle parce que j'avais anticipé. 3 mois avant, je m'étais présenté dans une autre salle à 600 mètres plus loin. Donc ça m'a permis de me faire un peu connaître, de leur dire hey, peut-être que là je vais bientôt arriver d'ici 2-3 mois parce que je l'avais senti et puis c'était sûr. Et si j'ai plus d'endroit pour entraîner les personnes, en fait je vais me retrouver à la rue quoi. Donc, je vais me retrouver à la rue, mes clients vont se retrouver à la rue, moi je vais perdre de l'argent, les clients vont pas être contents. Donc il fallait que j'anticipe, j'avais pas le choix. Ça fait partie du jeu d'entrepreneur. Donc une fois que j'ai fait ça, en fait le mercredi soir ils ont fermé. Le jeudi matin j'étais dans l'autre salle. Donc là, j'étais plutôt content le fait d'avoir géré, mais c'est vrai que le fait d'avoir changé directement de salle, la salle d'avant qui a fermé était vachement bien d'un point de vue, c'était cocooning, il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas des gens C'était moins salle commerciale, c'était vraiment presque un studio privé un peu caché. C'est d'ailleurs pour ça que ça a fermé, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de monde, mais ça correspondait à un certain type de clientèle. L'abonnement était un peu plus cher. Donc on avait juste accès à la salle et puis il y avait un coach qui était moi, un autre, j'avais un stagiaire aussi qui venait faire du coaching, on pouvait choisir sa musique, on pouvait avoir le petit café tranquillou. Enfin ça faisait quelque chose d'assez raffiné on va dire. Voilà, par rapport aux autres salles comme ça peut être à Basic Fit ou à Fitness Park où c'est du tout venant, où tout le monde a ses écouteurs et son casque, on calcule personne, on ne dit pas bonjour. Enfin c'est voilà. Là la salle dans laquelle je suis actuellement c'est une salle qui est indépendante, qui a été rachetée aussi. Qui est moins dans l'esprit Basic Fit, Fitness Park, qui est plus orienté cours collectif. Mais il est vrai que par rapport à la clientèle que j'ai, ça correspond moins. C'est pas parce que la salle est moins bien, c'est parce que ça correspond moins. C'est pas les mêmes types de personnes qui viennent chercher, qui venaient me chercher en coaching en fait dans la salle qui a fermé et dans la nouvelle salle dans laquelle je suis actuellement. Les abonnements sont un peu moins chers pour avoir l'accès à la salle de musculation. Donc on vient tabler sur une clientèle qui a peut-être un peu moins d'argent à mettre et donc peut-être moins d'argent à mettre dans un coach. Donc voilà un petit peu pour l'instant où j'en suis, mais l'objectif c'était de pouvoir avoir un lieu pour continuer d'exercer, même si ça n'a pas forcément plu à tout le monde au début parce que j'ai pas eu grand choix en fait. Ça a été un peu précipité, il fallait que je trouve un lieu qui soit dans les environs. J'ai eu des amis qui m'ont proposé de venir coacher, mais c'était dans des salles qui sont très très bien. Et ça faisait des studios privés, ils ne me prenaient pas un rond. Et vraiment, merci, ceux qui écouteront, vous vous reconnaîtrez. Merci à vous pour votre soutien pendant cette période-là. Mais les clients n'étaient pas prêts à aller se déplacer dans cette zone-là, parce que ce n'est pas une zone dans laquelle ils vont souvent, une zone de Marseille, et ça faisait un peu plus loin. Donc il fallait garder, en fait, faire le compromis entre la proximité, le fait de ne pas être dans une salle grande commerciale, parce que sinon je sais que je vais payer 700 voire 800 euros de loyer pour une salle qui n'est pas hyper quali, pas avec le matériel que je veux, pas accès tout le temps. Compliqué, je pense que c'était compliqué. Donc là, le deal est quand même assez bon, 6h, 23h, 7 jours sur 7, accès sur badge, je fais rentrer qui j'ai envie, quand ils passent par moi. Les clients n'ont pas besoin de s'abonner à la salle, ça c'était très important, ils viennent juste avec moi. Et par contre, ils n'ont pas accès à la salle, mais ils ont accès à la salle à travers moi via le coaching. Donc voilà, quand je suis là, ils peuvent venir, et donc on fait des séances comme ça. Donc ça me permet d'exercer, c'est déjà l'objectif. Donc cette salle qui a fermé là, ça m'a mis un gros coup au moral, du coup il a fallu tout changer, j'ai plus pu tourner de vidéos parce que y a du monde et j'avoue que j'ose pas forcément tourner des vidéos quand il y a du monde autour de moi. Il y a un peu plus de bruit, il y a un peu plus de passages, c'est moins intime, les clients le ressentent, je le ressens. La qualité du service peut-être perd un petit peu, donc l'objectif ça serait de voir qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que ça augmente cette qualité-là.
peut-être le projet d'un studio, voilà. Mais on va voir, ça sera l'objectif 2026 et c'est pour ça que du coup on va parler de l'objectif 2026. L'objectif 2026, ça va être renforcer ma présence sur les réseaux sociaux, quoi qu'il arrive, renforcer mon message aussi, parce que je vois que je me perds un petit peu en voulant m'adresser au coach, peut-être un syndrome de l'imposteur, en voulant dire tout ce que je sais, alors qu'en fait mes clients, ils ne comprennent pas, ils s'en fichent, et surtout ils veulent des cas pratiques, rapides, efficaces. Il faut que j'arrive à accepter les règles des réseaux sociaux pour toucher plus de personnes et pouvoir attirer une clientèle et pouvoir continuer à développer mon business. Ça va être ça l'objectif. Et c'est pour ça du coup que je vous parle un peu plus facilement dans ce podcast-là et que on est moins sur du technique là. On va y arriver, mais on est moins sur du technique. Le studio, ça serait une bonne chose. J'ai été approché par différents entrepreneurs pour faire un studio, mais un grand complexe à 1000 euros les 50 mètres carrés. Donc c'est quand même intéressant. Ça nous fait un 25 euros, je crois à peu près, vous ferez les calculs, ou 22 euros le mètre carré. Voilà. Donc l'objectif, ça aurait été de développer peut-être une petite salle, avoir un petit lieu à moi qui me permet de faire les tournages vidéo, de continuer à développer ma présence sur Internet, de développer mon école sur Internet, notamment School, développer des programmes, tourner des vidéos sur les exercices, améliorer les retours WhatsApp que je peux faire pour les clients que j'ai en ligne en street lifting et en réhab, avec directement le matériel sur place. Ok, regarde là pour l'épaule, tac, ouais, moi je veux que tu fasses de la rotation externe. Ah, tu peux pas le faire avec ton bâton comme ça en étant en 4 appuis, ben regarde, t'inquiète, tu peux le faire en étant contre un poteau et poum, je te montre directement avec mon rack à squat et tout. Ça serait vraiment le top. J'avoue que dans la salle actuelle, comme il y a plus de monde, franchement, je n'ose pas le faire. Après, il faut que je passe cette peur-là, mais ça serait quand même beaucoup plus confortable de pouvoir le faire directement avec mon matériel, chez moi, dans mon espace, pas de bruit, éclairage contrôlé, matériel que j'ai envie d'avoir. Enfin, tout ça, franchement, ça serait plutôt pas mal. Et là, je ne peux pas le faire chez moi parce que chez moi, je n'ai pas le matos. Il faut que je trouve un petit cadre ici. Derrière, il y a le canapé. Là, il y a la cuisine. Enfin, après, il y a la chambre. Si je vais là-bas, il y a moins de lumière. Ici, c'est lumineux. Donc, il faut que ça reste un cadre à peu près sympa, à peu près cool pour que ça puisse être quali. Donc voilà quoi. Il y a un petit peu ça. Donc l'objectif, ça va être de développer un peu tout ce tournant-là. Voilà. Et je sais que sur le séminaire de K-Swiss, il nous fait écrire une lettre à nous-mêmes qui est censé nous envoyer d'ici un an. Donc là, d'ici 6 mois maintenant, où j'ai écrit que je voulais créer ma première formation sur Internet, gagner mes premiers revenus avec cette formation-là, que ce soit sur la mobilité, que ce soit un programme tout fait, même si c'est 10 euros, je suis content. Et que ça puisse surtout aider les gens. Voilà. Et que ça puisse aider les gens parce que je ne peux pas accompagner tout le monde en présentiel, parce que je ne peux pas non plus accompagner tout le monde en ligne. J'essaie de faire un travail le plus qualitatif possible, accorder le plus de temps aux gens qui me font confiance, en prenant le temps de leur répondre par téléphone, en faisant des appels visio s'il y en a besoin, en ajustant, en essayant de faire des réponses en 24 heures, 48 heures sur WhatsApp, avec des retours qui sont structurés, qui durent entre 15 et 20 minutes parfois. Donc vraiment, j'essaie de faire la plus grande qualité possible sur mon service. Et franchement, pour le prix, je pense que ça les vaut largement et que certains coachs ne font pas le quart de ce que je fais et chargent beaucoup plus. Donc voilà, si vous êtes intéressé, allez voir les liens dans la description avec mon site internet. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp ou sur Instagram, pardon. Ça me fera amplement plaisir de discuter avec vous et d'essayer de vous répondre à votre problématique et de vous orienter vers quelque chose qui vous correspondrait si je peux le faire. Voilà, donc à peu près tout ça sur les objectifs 2026. L'objectif, c'est passer de l'entrepreneur individuel que je suis à une vraie entreprise, une vraie entité de coaching, une vraie compagnie de médias et vraiment mettre la main à la pâte parce qu'on ne va pas se le cacher. Il y a des moments où c'est pas facile, mais il faut que je me sorte les doigts. Voilà, et du coup, je vais vous parler un petit peu de mon épaule parce que ça fait un moment que je me suis traîné cette douleur à l'épaule là. Depuis ma subluxation, quand je faisais du street workout en 2021, j'avais fait des pompes en arbre droit et en fait, j'ai perdu l'équilibre. Mentalité shonen, j'ai voulu me punir un petit peu du fait que mon corps n'arrivait pas à faire des full planches ce jour-là alors que j'avais battu mon record de full planche presse, donc 5 jours avant. Ça m'avait extrêmement frustré, je me suis dit ah oui tu veux pas, bah ok, c'est-à-dire que je suis pas assez fort donc je vais me renforcer. Et donc j'ai fait beaucoup d'HSPU en faisant une montée de gamme, donc c'est-à-dire que je suis commencé à 0 kg, puis je suis monté jusqu'à 10 kg peut-être de lest. Et après j'ai levé les poids et je me suis dit maintenant je fais mon max rep. Et là, habituellement, j'arrivais à peu près à faire 20 répétitions, 22 répétitions. J'étais très fort à l'époque. Là, maintenant, je suis plutôt autour d'une dizaine de répétitions, je pense, en pompe en arbre droit. Donc ça va, mais voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu l'équilibre. Et cette épaule-là, elle allait chercher loin derrière sur l'équilibre avec une grosse extension thoracique. Clac, je l'ai senti qu'elle est sortie, qu'elle est revenue. Et en fait, après examen, scanner, IRM, je ne sais plus comment on dit, ils m'ont injecté un produit de contraste.
il s'est avéré que j'avais fait une subluxation de l'épaule, donc j'ai une encoche en fait au niveau du labrum sur l'épaule ici, et depuis ce jour-là, je n'ai jamais récupéré ou je n'avais jamais récupéré une épaule qui ne me faisait pas mal. Des douleurs dans les cervicales tout le temps. Et en fait, il faut savoir que quand on se blesse, même comme ça, n'importe quelle blessure, les premières fonctions qu'on va perdre sont les fonctions primaires de l'articulation. Donc ça va être tout ce qui va être attrait aux rotations. Et c'est vrai que quand je faisais ça, ça faisait des crac, 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 crac comme ça dans l'épaule. J'entendais des bruits à chaque fois. Souvent le matin, je me levais et elle venait craquer comme ça ou clac, il fallait que je la remette en place. Donc je sentais qu'elle était instable, j'avais des douleurs au niveau des tissus et j'avais pas toutes les connaissances que j'ai là pour traiter mon épaule et ça m'a pris du temps avant de me dire ok, j'arrive maintenant à traiter l'épaule et à comprendre ce qu'il y a. J'ai dû investir dans le programme mentorship, j'ai dû investir dans des formations de Christian Thibaudeau, d'Alexis Beck pour comprendre un petit peu toute la partie hypertrophie, mobilité, réhabilitation. J'ai vraiment tout acheté, j'ai tout épluché, j'ai regardé du côté aussi de Squat University avec son livre. Enfin, vraiment, je fais que ça, la réhab ça me passionne, mais je n'ai fait que ça et pendant un bon moment, j'ai réussi à retrouver un niveau, mais j'avais toujours ces gênes, ces douleurs. Je sentais que j'étais moins fort, qu'il y avait un truc qui bloquait. Et en fait, après évaluation, tout simplement, que j'arrive à faire maintenant qu'aujourd'hui, eh ben, il se passe que je manquais de rotation interne et j'avais un petit peu abandonné le street à cause du fait que je ne récupérais pas mon niveau. J'ai bifurqué vers le street lifting et quand je faisais des dips, quand je faisais des muscle-up, eh ben, souvent j'avais mal à l'épaule, souvent j'avais mal au trapèze. Mais si je manque de rotation interne comme ça, quand je passe à muscle-up, qu'est-ce que je fais? Je fais de la rotation interne. Si j'en manque, je suis bloqué, que je ne peux pas aller plus loin. Comment est-ce que je fais pour aller chercher de la rotation interne? Je fais de la flexion thoracique et de l'élévation scapulaire. Donc ça veut dire que mes trapèzes étaient tout le temps mis à contribution et c'est pour ça que j'avais cette grosse tension dans les trapèzes là. À la fin, ça ne tolère plus l'étirement. Donc via toutes les formations que j'ai fait, maintenant j'ai compris qu'en améliorant ma mobilité ici, j'allais limiter les compensations des articulations sous-jacentes. Et donc le stress qui va être induit sur ces articulations-là ne doivent pas prendre ce stress qui doit être normalement pris par l'épaule. Et donc mon trapèze, il compense, jusqu'à ce qu'après j'ai des tensions dans le sternum, dans l'acromioclaviculaire, dans les articulations avoisinantes qui ne sont pas censées arriver. Petit à petit, au fur et à mesure, j'arrive plus à faire tout ce qui va être traction, j'ai mal derrière l'omoplate, mon rhoboïde il est étiré, je sens qu'il sature, qu'il n'en peut plus, il a mal. Quand je fais comme ça, j'ai mal aussi, j'ai mal à l'avant de l'épaule. C'était vraiment catastrophique et en fait, il suffisait simplement de croire au processus, de comprendre le processus, de travailler sa rotation interne, de travailler sa rotation externe et petit à petit de le renforcer. C'était pas normal de ne pas pouvoir faire une rotation externe de l'épaule comme ça avec moins de 10 kg. C'est-à-dire qu'avec celle-ci, j'arrive à faire 10 kg. Avec celle-ci, au bout de 2,5, ici, ça commençait à trembler et c'était super dur. Donc, j'ai découvert ça. J'ai découvert aussi le fait qu'en fait, si je m'orientais sur le côté et que je venais mettre mon bras en adduction et en flexion ici, eh ben, j'arrivais à venir cibler exactement la zone qui… Oh merde, le café. Ah ben tiens, le direct. C'est pas grave. J'arrivais à cibler exactement la zone. Je vais faire une petite pause, je pense, pour nettoyer tout ça. Ok, on est reparti. Désolé pour cette petite interruption. Il faudra que je me change aussi, je pense, au niveau là, mais c'est pas trop grave. Donc je disais en fait, quand je viens ici, ça me permettait d'étirer toute cette zone-là, et c'est la zone où j'ai la douleur, la blessure ici au niveau en fait, je pense, de mon grand droit et de mon petit rond et de mon grand rond ici. Il y a cette zone-là, au niveau scapulaire aussi, de mon subscapulaire, ça le permet d'un petit peu de l'étirer, je pense. Et venir comme ça avec un poids en étant allongé sur le côté et en venant chercher à forcer comme si j'allais faire ça, je sens qu'il y a une sorte d'étirement des fibres, qu'il y a un peu de fibrose, que ça défibrose un petit peu parce que ça crée une contrainte de cisaillement. Et en plus, ça me permet de renforcer la zone dans laquelle en fait je suis allé chercher ici où ça me blesse. Autre chose par rapport à l'épaule, c'est que j'ai travaillé un petit peu mon extension, mon ouverture thoracique parce que je me suis blessé comme ça et comme ça. Et je sens encore un peu qu'il y a cette zone ici au niveau du thorax qui est encore un petit peu gênée. Donc il faut que je continue d'ouvrir, je pense, un peu ma cage parce qu'il y a dû avoir un étirement un peu incontrôlé, ça c'est sûr et certain. Une petite fibrose qui s'est mise en place, des années de travail dessus qui ont fait que ça a dû un peu se défibroser. Mais là maintenant j'arrive à cibler exactement les lignes de tissu qui doivent être rééduquées et c'est plutôt cool. Donc voilà un petit peu pour le podcast ici. Donc si jamais vous avez besoin d'aide, notamment pour évaluer vos épaules ou quoi, je vais vous mettre un petit lien vers le school qui sera dans ma description de vidéo YouTube. Ok, donc n'hésitez pas à rejoindre. Pour l'instant, il est encore ouvert et gratuit. Dedans, vous y trouverez le guide des rotations articulaires contrôlées, pourquoi est-ce qu'on se blesse,
Pour l'instant, c'est aux prémices un petit peu. Il y a aussi les auto-évaluations. Ça me sert surtout pour bien structurer ma pensée, structurer mes vidéos. Ça me sert aussi pour mon coaching en ligne. Toutes les personnes qui ont un coaching en ligne ont accès à ça. Donc, c'est vraiment un truc full valeur que je vous donne là. Et profitez-en parce que ça ne va pas rester ouvert gratuit très très longtemps. Okay, donc, d'ici la quinzaine de personnes qu'on va atteindre, là on est déjà 10. Donc en gros, il y a encore 5 et 10 places encore maximum avant que je le mette payant à 10 balles par mois. Et petit à petit, ça va augmenter toutes les 10 places. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, commenter, liker, faire tout ce que vous voulez, me donner vos avis en commentaire, ça me fait plaisir. Votre soutien vraiment est très important. Et puis on se retrouve dans le prochain podcast d'ici la semaine prochaine. Salut! C'était le podcast du Laboratoire de la Force. Si tu as apprécié le podcast, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire ou à le partager avec tes amis. Et on se retrouve très rapidement. Allez, salut!